Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. La franchise la plus mythique de la NBA all time. C'est aujourd'hui. Fan des Hornets. Désolé de vous décevoir. De toute façon, je pense que vous n'aurez pas cliqué si vous étiez fan. Je les raye Et je... du coup dans. Parce que moi j'avais Ouais, tu peux les rayer. Ok, d'accord, ça marche Tu peux les parfait. rayer de ta liste. Pas parce qu'ils ont gagné la Summer League qu'on va les Et citer oui, aujourd'hui. ok. Ouais, c'est un peu trompeur. En tout cas, ceux qu'on cite, c'est tous ceux qui se sont abonnés depuis la dernière vidéo, qui ont lâché des commentaires et qui ont mis des petits likes dans tous les sens. Bien C'était sûr. plaisant. Ça Vous pouvez booste. faire pareil. Vous pouvez faire pareil sur celle-ci, n'hésitez pas. Euh, Désolé aux fans des Hornets, vous pouvez quand même vous abonner, vous inquiétez Oui. De toute pas. façon, vous êtes 4, donc n'hésitez pas. On ne néglige personne ici. Hein. On ne néglige personne. On vous citera pas, mais on vous oublie pas. On pense à vous. On vous trouve juste après l'intro, c'est parti. On vous l'a dit, on vous l'affiche. Aujourd'hui, on parle de la plus grande franchise, ou ce qui est pour nous en tout cas la plus grande franchise all-time qu'on peut voir actuellement. Bien sûr, on va pas vous parler que d'une franchise sans vous expliquer le cheminement et comment on en est arrivé. Et on va aussi vous parler du coup de trois autres franchises, un petit top 5 et ceux qui étaient à la limite du top 5. Et ceux pour qui on n'a pas souhaité les mettre, en tout cas dans notre classement, et pourquoi. Je sais pas si tu veux déjà aborder tes premiers arguments. Qu'est-ce qui a fait que les franchises entraient ou n'entraient pas? Non, déjà, je voudrais commencer en te demandant si tu es prêt à ce que les Celtics ne soient pas les vainqueurs de ce trophée-là. On va y avancer. En D'accord. vrai, On n'est il y pas a déjà... il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver là. Non, ouais, c'était. On trouvait ça intéressant comme idée, effectivement, d'essayer de donner un petit classement des plus grandes franchises all-time. C'est un débat qu'on a souvent en interne, même si entre nous ça s'arrête en général à deux équipes et qu'on a à peu près toujours les mêmes arguments. Là, pour cette vidéo, du coup, j'ai essayé de fonctionner un peu avec des critères bien définis pour avoir à peu près la même grille d'évaluation entre guillemets entre chaque équipe. Tu me diras si tu as fonctionné pareil. Moi, j'ai pris en compte le rayonnement de l'équipe, c'est-à-dire le rayonnement médiatique, l'image de cette équipe, que ça soit surtout pas qu'aux États-Unis, quoi, à l'international. Ouais, planétaire. Voilà. J'ai pris la constance sportive, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des grandes périodes où on n'entend plus du tout parler de cette équipe et ça revient et ça redescend, comme ça a pu être le cas pour les Pistons par exemple, pour donner un exemple concret. Ensuite, j'ai pris la gestion globale en fait du front office. Est-ce que c'est une équipe dans laquelle, en général, sur l'ensemble des années, on a eu des bons front office qui ont fait que les équipes se sont maintenues à un bon niveau, mais s'il n'y a pas aussi trop d'affaires extrasportives et comment c'est géré quand il y en a. Ensuite, est-ce qu'il y a une culture qui se dégage de ce club? On entend souvent parler de la hit culture, par exemple, pour encore donner un exemple. Et puis, bien sûr, le palmarès, qui va faire sûrement pencher la balance sur pas mal d'équipes. Ouais, on a à peu près les mêmes critères. Bien évidemment, le palmarès, parce que on sait les titres de champion font qu'une franchise grandit ou non. Dans ce que tu parles de rayonnement planétaire, moi je l'ai inclus aussi et je vous en parlerai après sur la valeur de la franchise en termes monétaires, si on peut dire. Après, pour moi, ça expliquait un peu son rayonnement à l'international et souvent aux ça va un États-Unis. petit peu avec voilà. le rayonnement qu'a l'équipe, effectivement. C'est pour ça que je me suis dit, coûte cher. je vais me baser là-dessus. Si l'équipe vaut de l'argent, entre guillemets,
elle a une certaine forme de rayonnement, quoi. Ouais. Et on va voir Ça, que c'est pas toujours lié à des bons résultats sportifs. Pas que. non, non, qui non, enfin, pas que. Mm. On va débattre de tout ça. La constance du club et son historique. Quand Mhm. j'entends constance, c'est la franchise enfin, la NBA enfin, le premier titre NBA date de 47, donc depuis 1947, qui était présent, etc., et Mhm. qui l'a été tout au long de cette histoire de la NBA, même si on verra une nouvelle fois qu'il y a des franchises qui ont, qui ont été créées a posteriori de cette date-là. Et donc forcément, ils ont moins cette chance, d'entre guillemets, d'avoir existé. Et aussi le pourcentage d'apparition en finale NBA, et surtout voilà, le nombre de fois ils ont pu gagner, etc. Et voilà, une forme de constance générale du club, quoi. La première question, sans rentrer dans le vif tout de suite du sujet, mais justement, c'était intéressant d'avoir un peu ton avis sur ça. Comment tu as procédé, par exemple, pour... de toute façon, on va en parler, donc on va pas faire de faux mystères, mais comme pour le Heat, par exemple, qui est une équipe plutôt récente, est-ce que du coup, tu prends leur constance depuis leur existence? Parce qu'en fait, avant ça, ils peuvent pas... C'est un peu ça, ouais. Quand je disais que des franchises sont arrivées après, le Heat est créé en 88, etc. Donc Mhm. forcément, je vais pas les juger sur les années 50 en me disant, ouais, ils n'existaient pas, alors Il y a moins qu'ils d'années, ouais. n'existaient pas, forcément. Donc, ouais, depuis qu'ils sont créés, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils sont sur le devant de la scène, et est-ce qu'ils sont une forme de Est-ce qu'ils régularité maintiennent un niveau? depuis leur création. Ouais. Et du coup, on vous a scindé cet épisode en trois parties. Mhm. On va essayer de passer plus rapidement dans les premières et arriver qu'au duel final. Donc, dans la première partie, on vous l'a intitulé dans le débat, c'est-à-dire qu'on vous a mis les équipes qui n'en rentraient pas pour nous en tout cas dans notre top 5 euh, des plus grandes franchises actuelles, mais qui ont une histoire en Qui tout cas sont et quand même des franchises, ouais. qui sont reconnues et qui méritent d'être dans cet épisode. Le top 5, on pourra donner notre classement, mais c'est surtout du coup un, un top 5 à 3 et on vous finira par le duel final, par les deux, une nouvelle fois pour nous, Mhm. plus grandes franchises en tout cas NBA, et on essaiera du coup de déterminer un vainqueur de ce duel pour ne trouver qu'une seule équipe, qui est donc la plus grande franchise all-time. Et du coup, Selon on nous. va comme selon nous. Après, Ouais, parce que tu libre sais à vous que ça, justement de nous afficher en exactement. commentaire qui est la vôtre, et c'est avec plaisir, et c'est aussi pour ça qu'on tourne cet épisode, pour voir quelles sont vos franchises. On passe vite fait, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif sur en tout cas on vous a dit c'est le palmarès commun, et enfin je pense que c'est le critère un peu numéro un Mhm. qu'on a tous, et après, une nouvelle fois, peut-être qu'on se trompe, et dites-le nous une nouvelle fois en commentaire si pour vous c'est aussi un critère majeur, mais on vous a résumé en tout cas les franchises les plus titrées jusqu'à la 9e place, avec aussi leur apparition en finale NBA et leur pourcentage de victoire sur ces finales. Euh, Est-ce que, on- Vas-y. est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand t'as, quand Quand on a j'ai fait été le tableau, chercher ouais, ouais, les chiffres de ce tableau? Parce que il y moi, a, alors, il y a des choses qui m'ont surpris. Ouais. Il y a les, des choses que je les, vi- connaissais, il y a des choses qui m'ont surpris. voilà. Et puis les victoires, j'ai envie de dire, on le sait un peu parce que du coup, ça commence à faire un petit moment qu'on s'intéresse de près à la NBA, qu'on a lu pas mal de choses, etc. Mais moi, la différence de participation en finale entre les Celtics et les Lakers, tout en sachant que les Lakers sont à l'ouest, j'ai trouvé ça impressionnant, l'écart qu'il y avait entre les deux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça, pour le coup, ça m'a pas surpris parce que enfin, je le savais d'avant. Ouais. Je l'avais déjà vu passer en stade, je sais plus où, etc. Mais je savais que les Lakers avaient une beaucoup plus grande participation en finale.
Ce qui montre une nouvelle fois un peu dans nos critères où on disait en termes de régularité. Mais je t'avoue que moi aussi, en inversement, on y reviendra sûrement après, mais le fait qu'ils perdent aussi souvent que ça, enfin aussi souvent, on va mettre des guillemets, hein, mais qu'ils aient à peu près 50% de victoire seulement en finale, Ouais. je t'avoue que ça fait un petit pour les Lakers. Et on sait que dans un autre débat, dans le débat du GOAT, où on te dit, vous prenez le classement, vous le voyez clairement, où Michael Jordan, dès qu'il va en finale, il est champion, et que LeBron, il a déjà perdu plusieurs finales, et on sait qu'il y en a, ça fait partie de leurs critères, en mode, oui, il a été en finale, mais il les a pas toutes gagnées. Ouais. Bah, est-ce qu'on peut pas dire la même chose, du coup, des Lakers, là-dessus, quoi. Bah moi ça m'intéressait, bon on va pas après s'éterniser indéfiniment sur les Lakers parce qu'on va sûrement en reparler plus tard dans l'épisode, mais je me disais aussi, ça rejoindra peut-être un épisode qu'on n'a pas encore fait, mais ça fait longtemps qu'on y réfléchit et sur lequel on travaille, avec l'histoire de la domination Est-Ouest, et ça peut aussi un peu montrer à quel point le fait d'aller en finale NBA, ça veut pas dire que tu l'as gagné, et même s'il y a domination, l'Est n'a pas si souvent perdu que ça face à l'Ouest, mais on y reviendra plus tard. Est-ce qu'il y a une équipe par laquelle tu veux commencer, du coup, pour parler de ces équipes qui sont dans le débat ? Ouais, moi j'ai... Du coup, dans le débat, j'ai inclus les Knicks. On a vu juste avant qu'ils étaient tout en bas, entre guillemets, du classement en termes de palmarès. Donc ils l'ont juste été 2 fois durant les années 70. C'est un peu pour ça qu'ils sont pas plus haut que ça, mais pour moi ils rentrent dans le débat parce que quand on parlait de rayonnement international, etc., clairement tu peux pas passer à côté. En fait, quand tu vois si tu voyages, si tu trucs, et que tu vois quelqu'un avec un logo NBA d'une franchise, franchement, je sais pas, t'as une chance sur 3, 4 que ce soit les Knicks. Et c'est là que je trouve que cette franchise, dans la plus grande franchise all-time, mérite de rentrer dans le débat, sans forcément être en top 5, parce que il leur manque, sûrement une constance de jeu et peut-être plus de palmarès, avec pas mal de défaites en finale, et c'est là-dessus que c'est dommageable pour les Knicks. En fait, c'est complètement ça, c'est que quand tu penses aux Knicks, quand on commence à faire l'épisode, je les mets presque d'instinct podium. Tant le rayonnement de cette équipe est haut. Tu penses à NBA, tu penses à eux. Enfin, moi je trouve ça comme ça. Je suis d'accord. En fait, dans la grille d'évaluation, pour continuer d'expliquer un peu comment j'ai fonctionné, j'ai attribué des notes de 1 à 5 par catégorie, par critère de classement. Et parfois, j'ai mis 5 sur 5, mais avec des plus. Et en fait, je trouve que les Knicks, c'est sûrement la franchise NBA, avec les Lakers juste en dessous, mais quelqu'un qui connaît pas la NBA connaît quand même les Knicks. Qui connaît pas les autres franchises de la NBA. Peut-être qu'il sait même pas que c'est un club de basket, mais il connaît le logo, il connaît le nom, il a déjà vu le logo, les couleurs. Il connaît le Madison Square Garden. Tu vois, c'est un rayonnement qui est beaucoup trop important, en fait. Il y a un rayonnement, et quand je disais que j'ai pris en compte la valeur de la franchise, les derniers chiffres qui sont apparus en décembre 2024 par Sportico, ils sont deuxièmes. En fait, ils valent 8,3 milliards de dollars, enfin estimé en tout cas, la franchise. Donc, ils sont deuxièmes malgré un club. L'année dernière, c'était correct, mais ils avaient quand même c'est correct récemment, mais il y a eu... Oui, c'est ça, il y a eu une grosse période où ils faisaient même plus les playoffs, etc. Ah oui. Mais en fait, comme tu as dit, il y a tout ce global autour des Knicks, par leur salle, le Madison Square Garden, qui est reconnu, à mon avis, une des salles les plus connues dans le monde entier, en tout cas, que ce soit pour le basket et pour autres concerts. Pour tout, en fait, c'est ça. Et en fait, il y a tellement, chaque soir,
un nombre de stars qui vient voir les Knicks avec tout le phénomène qu'on peut voir, Spike Lee, etc. autour, etc. Et en fait, ça fait de la pub à New York et aux Knicks, ok, mais aussi à la NBA, parce qu'en fait, les gens vont voir ces images, etc. Et après, bien sûr, ils bénéficient d'un avantage considérable, c'est d'être dans New York, dans Manhattan, et une ville parmi les plus visitées en termes de tourisme. Donc forcément, ils existent grâce à ça, mais ils font marcher, à mon sens, la NBA et exister la NBA aussi par eux, quoi. Pour moi, les Knicks, c'est presque de la pop culture, en fait. Hmm. Dans combien de films, combien de séries, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais tu entends un personnage qui j'ai eu des places ce soir pour les Knicks. Tu vois, c'est un truc en fait que tu entends tout le temps, et comme tu dis, c'est, je pense, même la salle sûrement la plus connue au monde. Tu as tous les jours les joueurs qui viennent veulent faire un carton au MSG. C'est comme ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, les supporters des Knicks souvent disent ah, c'est relou parce que quand ils viennent chez nous, t'as toujours le Double LeBron qui vient motivation. faire un carton, enfin le mec qui vient tout exploser. Et oui, je suis d'accord, il y a eu des périodes de disette incroyables. On avait fait un petit clin d'œil dans l'épisode précédent pour ceux qui ne l'ont pas vu sur la NBA est-elle truquée, sur le fait que justement la draft de Patrick Ewing, etc. Mais en fait, on ne pouvait pas rester avec un déclin comme ça qui s'est étendu des années 75 à 90. Il fallait à un moment donné que New York Qu'ils reviennent sur le devant de la redevienne scène. une équipe emblématique, Et ça l'a été du coup avec l'arrivée de Pat Riley et qui a fait jouer les Knicks de manière dure, etc. avec Ewing. Mais en fait, c'est important en NBA que les Knicks aient une bonne équipe. Et c'est pour ça d'ailleurs que les dernières saisons, on le voit. Dès que les Knicks ont une équipe correcte qui va faire des confrontations en play-off et qui joue à un bon niveau, il y a un attrait général. Ça donne envie de regarder. Et même moi qui suis supporter de Boston, pour ceux qui ne le savent pas, etc., mais j'ai envie d'aller jouer contre New York, de voir Boston-New York, de voir cette opposition. Et on l'a bien vu, les supporters des Knicks sont fous, quoi. En fait, dès qu'ils passaient un tour de playoff, etc., ou qu'ils gagnaient un match, c'était Knicks in 4, Knicks in 5, machin, etc. Et ils sont malades. L'ambiance des Knicks, que ça soit stade ou hors stade, est incroyable. Et puis, je pense que l'exemple que tu donnais, c'était très intéressant. C'est comme nous, avec le foot et le PSG, on sait qu'on aime souvent faire des parallèles avec le foot. Mais en fait, il faut un Olympique de Marseille fort. En fait, il faut cette rivalité. C'est des clubs populaires. Il faut qu'il y ait ce truc-là. C'est pour l'attrait général de la ligue, il faut que ça ait ce truc-là. Donc, même si effectivement il y a que 2 titres qui datent des années 72 et 73 avec Willis Reed, etc. Il y avait besoin de ça. Ils font partie à part entière de la NBA, de la reconnaissance de la NBA à l'international et ça, c'est indéniable. Après, en termes de jeu, c'est autre chose, et c'est pour ça qu'ils sont que là dans le classement. Dans notre classement, on a mis d'autres clubs. Je sais pas s'il y en a un par lequel tu veux commencer plus qu'un autre. Ouais, après, moi, c'est plus par rapport à... pareil, on en parlait la dernière fois sur quand est-ce, entre guillemets, qu'on a commencé à suivre la NBA dans les années 2004, 5, 6. Du coup, forcément, à cette époque-là, les Pistons allaient correctement. Ça a fait partie d'une des périodes où les Pistons ont été assez forts. Ils reviennent un petit peu sur le devant de la scène depuis l'année dernière. Après eux, pour le coup, un déclin qui s'est étalé de 2009 à 2023, limite on peut dire, quoi. Où ça a été catastrophique, avec les pires bilans de l'histoire en 22-23. Enfin, il y a vraiment des flops incroyables. C'est sûr que malgré pour tout, ceux qui nous suivent, qui regardent cette vidéo et qui suivent la NBA depuis une dizaine d'années,
Oui, Je pense peuvent se qu'ils dire, mais s'interrogent de pourquoi les Pistons comment ça les apparaissent. Pistons sont dans ce débat? Bah, en fait, les Pistons sont dans ce débat parce que déjà, c'est une franchise historique en termes de... Ça fait super longtemps que cette équipe existe, euh, même si elle a déménagé, etc. Mais en fait, c'est une équipe qui a connu plusieurs périodes, avec les années 80-90 avec Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Joe Dumars, Dennis Rodman, parce que Dennis Rodman, avant d'être un joueur des Bulls, c'est aussi, pour certains, surtout un joueur des Pistons. Ouais. Et en fait, c'est une équipe, eux pour le coup, tu vois, toujours pour revenir sur les différents critères, je trouve que c'est une des équipes où il y a le plus une culture équipe de Détroit. Détroit, tu le sais, ça joue Une dur, culture point final. et- Il n'y a pas de... Peu importe les années, en fait. Et ça fait aussi partie de, comme on disait avec l'identité de New York, de Exactement. tout superlatif de la ville énorme, etc. Détroit, c'est la dureté, le travail, etc. qui est dans la culture, voilà, de la ville et de la région. On sait que c'est là-bas où il y a eu des grosses industries en termes de voitures, etc. Mais du coup, c'est tout dans le travail et le développement, et c'est ça qui payait. Et clairement, bah, quand ils remportent leur back-to-back en 80-90, et qu'il y a ces oppositions contre les Lakers, principalement en finale, et c'est contre les Bulls, c'est à hein. ce moment-là, en fait, où ils sont en pleine cohésion, je pense, avec la ville dans on travaille dur et on gagne, quoi. Et en fait, Oui, je pense que dans l'époque, sont au même niveau, quoi. Et je trouve que c'est exactement ça. Et une nouvelle fois, ça fait partie des sujets qui sont toujours intéressants à aborder, je trouve, c'est de se rendre compte à quel point la franchise peut, selon les villes, ressembler à la ville dans laquelle ils évoluent. Détroit, on sait que c'est une ville, comme tu le disais, qui a eu un gros boom à un moment donné avec toute l'industrie automobile, qui s'est cassé la gueule, où c'est devenu plein de ghettos, très durs, etc., où il y a eu des grosses émeutes qui avaient fait énormément de morts et tout ça. Même dans les salles. Hein Même jusque dans la salle, avec la bagarre Ron Artest, Jermaine O'Neal, Jusqu'au Palace etc. of Auburn Hill, exactement. Non, mais c'est vrai, ça ressemble à ça, et justement, cette équipe incarnée, du coup, par Isaiah Thomas, qui est sans doute le plus grand joueur de l'histoire de Détroit, qui de mieux, en fait, pour le représenter que ce mec qui va aller jouer avec une cheville cassée. Une cheville en moins, et il finit par être champion, etc. Enfin, c'est des histoires incroyables, et si vous n'avez pas les références, franchement, allez fouiner un peu sur Internet, etc. L'histoire de Détroit et ces années, comme il les résume, Bad Boys en tout cas. Franchement, et les matchs où tu vois les joueurs se plaindre des fautes actuellement, regarde un match de ces années-là, où Et mettre un pied sur le parquet, les mecs. t'aurais sifflé anti-sportive à chaque match. Donc franchement, non, tu pouvais que citer Détroit. On aurait peut-être dû mettre un autre logo que le plus récent. Ah oui, Parle un celui peu avec le moins cheval voyant. Bien sûr. dans l'histoire de la franchise la plus Ouais. mythique en NBA. Mais il méritait d'être cité. Et il n'y a pas besoin d'aller fouiner des trucs. Des fois, c'est pas facile de trouver des vidéos sur les histoires, etc. Regardez juste The Last Dance sur Netflix et regardez Ouais. comment Jordan, Juste là, à etc. partir de parle là. des Pistons. C'est très simple d'accès. Vous allez voir un peu ce qui ressort de cette équipe, quoi. Une autre Et équipe, du coup, peut-être. ouais, la troisième franchise, en tout cas, qu'on a souhaité afficher et qu'on voulait vraiment mettre dans ce débat. Pour nous, c'était les Heat. Mhm. Dans le sens où, on vous l'a dit un peu en début d'épisode, ils sont créés seulement en 88, et si on reprend un de nos principaux critères, ça va être le palmarès qui entre en jeu, et en étant seulement créés en 88, ils ont déjà 3 titres NBA, Mhm. donc clairement pas négligeable quand tu vois que des franchises le sont toujours pas, ou en ont qu'un seul ou deux. Ils ont Et réussi puis à même le faire nombre de 3 fois. participations, comme on le Et disait les la dernière fois. participations
En finale, il y a eu des défaites, certes, mais en tout cas, ils sont sur le devant de la scène depuis, en gros, leur création. Bien sûr, avec la belle histoire de Dwayne Wade, etc., qui fait grandir la franchise et qui après rejoint avec des grands pivots comme Alonzo Mourning ou Shaquille O'Neal et avec qui il sera champion du coup avec le Shaq. Voilà, je trouve que en gros c'est une belle histoire. Après il y a toute l'histoire bien sûr des Heatles, comme on les appelle, avec LeBron James et Chris Bosh qui rejoint Dwayne Wade et qui font grandir la franchise déjà juste par leur venue et par leur reconnaissance à l'international, du coup, grâce à l'aura de LeBron James, mais aussi avec qui il gagne plusieurs titres encore, et du coup, qui font grandir le palmarès. Après, au-delà de ça, si on veut continuer, il y a le phénomène Pat Riley, le phénomène Eric Spoelstra, qui ont une identité de jeu aussi, et tu disais qui rentrait dans ton truc, et qui rejoint en tout cas les Pistons, pas dans la dureté, mais dans le travail. En gros, de toujours travailler pour progresser, etc. Pas forcément dans la dureté avec des fautes sales comme on a pu voir un peu chez Détroit, mais plus dans je bosse et du coup j'obtiens. Et de toute façon, tu le vois avec tous ces joueurs qui sortent un peu de l'inconnu, avec Spoelstra notamment, quoi. Moi, je trouve que c'était important de les mentionner parce que, comme tu le disais, c'est une franchise récente qui connaît des débuts bien compliqués les 2 premières saisons, ce qui peut s'expliquer. Et puis après, tu as rapidement Pat Riley qui arrive en 95, qui a fait du bon boulot avec les Knicks, et puis qui installe progressivement sa manière de faire, sa façon de travailler. Et comme tu le dis, en si peu de temps, 88, c'est pas vieux, c'est pas vieux, d'accord, j'insiste bien, c'est jeune, 88. Moi, je trouve ça un peu vieux, mais moi, je trouve ça un peu vieux, toi, mais bon. 89, ça va, par contre, ça c'est vraiment assez jeune, 89. Mais oui, c'est vrai que ça va vite, et comme on disait, dans le temps qu'ils ont existé, la stabilité. Alors des fois, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est relou, ils se qualifient tout le temps 8e, etc. Ouais, mais en tout cas, ils sont là. En tout cas, ils sont toujours en play-off, ils ont toujours une forme d'existence, et même en étant 8e, ils arrivent à faire des finales. Donc clairement, tu peux pas leur reprocher de se qualifier qu'à ce niveau-là. Et puis, ils ont réussi à, comme tu le disais, avoir par moments des rayonnements incroyables. Quand tu récupères le Shaq qui sort des Lakers, qui rejoint Wade qui a pris le titre. Enfin, voilà, ils ont réussi à faire des gros moves, beaucoup moins ces dernières saisons. Moi, je trouve un petit peu dommage le désintéressement des fois qu'il y a ressenti quand tu regardes les fans. Je trouve, tu sais, il manque un peu ça. Pour ça, il manque un peu vraiment. Voilà. Je pense qu'il manque un peu d'une vraie communauté basket dans la ville. Je trouve. Après, comme tu dis, souvent ils arrivent tard. Alors, c'est un peu paradoxal parce que tu voyais des ambiances de ouf quand folle en playoff, en finale, etc. Et bon, c'est un peu étrange en tout cas. Mais c'est la culture de la ville, une nouvelle fois, qui est comme ça. Et puis je trouve que le rayonnement est pour le coup un peu retombé selon quand ils n'ont pas de vrais stars. J'ai l'impression que ça retombe un peu. J'ai vu des gens avoir des maillots du Heat en me disant je trouvais le maillot stylé, je sais même pas ce que c'est concrètement. Tu vois, je peux pas te citer un joueur, mais je trouvais le maillot stylé. Miami écrit, voilà, bleu ciel, machin, bon. Donc c'était important de les truc, ça fait partie de la marque, etc. Mais voilà. On passe vite fait sur une des franchises, si ça étonne certains, les Sixers, qui ne sont pas dans notre classement du débat, en tout cas. On s'explique vite fait pour pas s'étaler et pour continuer sur le reste, mais certes, ils ont 3 titres. À notre humble avis, il y a toujours une forme d'instabilité chez Philadelphie.
une non-réussite, etc. Il y a eu des grands joueurs, il y a eu bien sûr des plusieurs victoires, donc 3 titres, etc. Julius Erving, Allen Iverson qui n'a pas été jusqu'au titre, etc. Mais Hmm. qui ont fait grandir la franchise. Mais après là, c'est peut-être beaucoup plus personnel, mais j'ai beaucoup de mal avec cette franchise et je les trouve que les citer dans un épisode où on appelle ça la plus grande franchise NBA n'a rien à faire ici. En fait, c'est un peu bizarre cette équipe parce qu'il y a des énormes joueurs qui sont passés par là. Comme tu le citais avec Irving, avec Chamberlain, Barclay, Iverson, et forcément. Euh, mais peut-être que ça, je mets ça peut-être pour se dédouaner entre guillemets, mais sur le côté générationnel. Peut-être que nous, ça nous a pas assez touché parce que c'est trop loin entre guillemets, et que comme actuellement il n'y a pas un rayonnement comme peuvent avoir les Knicks, dans notre tête, c'est vrai que Ouais, c'est un mais peu plus pourtant, loin. tu vois, moi, si je dois prendre un joueur qui m'a plus touché dans la même époque, Iverson m'a énormément touché par rapport à New York, Je suis d'accord. où aucun de leurs joueurs ne m'a affecté particulièrement, peut-être Carmelo un peu après, etc. Mais Ouais, mais c'est pas j'ai. pareil. Mais voilà, Mais du coup, c'est presque plus un attachement à un joueur, Oui, oui, après, plus clairement, qu'à la si franchise, tu tu me vois. demandes, voilà, genre, clairement, moi, j'ai beaucoup plus d'attache, comme tu disais, avec Iverson que la franchise en elle-même. Ouais. Mais voilà. Donc oui, Après, c'était ne serait-ce que c'est. pour leur palmarès, il fallait qu'on les aborde On rapidement les et quand même mentionne, par les mais grands pour New joueurs qui York. ont été Ouais, traversés, mais pour nous, c'est beaucoup plus loin effectivement dans le classement. On tout à passe à la fait. suite. Ouais. On va passer On vous à a notre dressé un top petit top 5. 5 Comme on vous l'a classique. expliqué, on vous affiche que 3 franchises parce que on va de la 5e à la 3e place et on Mhm. ira jusqu'au duel final après. Moi, dans l'ordre, 5e, j'ai mis les Spurs. Je sais pas si t'avais exactement le même ordre ou si t'avais un autre 5e. Moi, alors, si je m'en tiens, comme je disais, à la notation aux 5 étoiles que j'ai accordées, etc., euh, j'ai les Bulls 5e, mais si je m'en tiens dans l'ordre où moi j'ai envie de le mettre, je mettrais presque plus les Warriors 5e en fait. Malgré le. J'essaye de pas trop me faire hyper, aspirer par les résultats récents des Warriors. C'est Même peut-être un peu ça si. qui m'a influencé de manière juste ou injuste. Après, ça, c'est clairement, comme on vous disait, un peu personnel à chacun. Mais moi, je les ai mis jusqu'à la 3e place, qui rentrait juste avant le duel final, comme on l'a appelé. Effectivement, il y a une histoire récente des Warriors. Mais pas que, hein. Après, voilà. Quelque part, ça se tient, hein. C'est aussi pour ça que je les mets jusqu'à la 3e place. C'est comme on disait, euh, on s'est basé aussi sur la longévité de la franchise. Mhm. Euh, c'est une franchise qui existe depuis le début. Alors, elle a connu plusieurs villes, etc. Mais elle a Oui, oui. déménagé au cours de son histoire pour arriver jusqu'à San Francisco. Mais malgré tout, elle a eu des périodes depuis toujours. Ils ont été champions au début, au milieu, depuis l'histoire de la NBA. Des joueurs qui ont franchi des paliers qui pensaient même pas être franchissables sous le nom de Will Chamberlain avec 100 points par match, des moyennes à 50 points sur la saison. Et c'est juste Ouais. inconcevable à l'heure actuelle. Et bien sûr, de toute façon, ça va être un peu le mot qui résume un peu ces 3 franchises, c'est dynastie. C'est Ouais. pour moi, en gros, c'est pour ça qu'ils montent aussi haut dans le classement et qui rentrent clairement dans le débat de la plus grande franchise NBA, parce que pour moi, une franchise qui est citée dans la plus grande franchise doit être une dynastie ou doit avoir vécu une dynastie. Et je pense que les 3 qu'on affiche ici, sans trop de débat, on peut dire qu'elles ont vécu des dynasties.
Peut-être pas aux mêmes périodes, mais elles en ont vécu, quoi. Oui, c'est sûr. Mais pour les Warriors, je suis d'accord parce que, en vrai, tu vois, j'avais mis les Spurs troisième dans ce classement. Après, j'avais pas vraiment départagé 3, 4, 5, mais si je m'arrêtais comme ça, je mettais les Spurs troisième pour plein d'autres choses. On va en parler après. Mais je peux l'entendre et même je peux me laisser convaincre effectivement que c'est les Warriors qui méritent d'être sur la troisième place du podium parce que il y a la période de dynastie actuelle, entre guillemets, même si c'est la fin, on va dire. Mais bon, ils sont encore champions en 2022, donc c'est pas non plus... voilà. Encore champion, en 2024, ils sont classés première franchise en termes de valeur, avec plus de 9 milliards en valeur budgétaire, une nouvelle fois. Et en plus de ça, ils ont, comme tu dis, donc la période Chamberlain, après ils ont la période Rick Barry, qui fait aussi titre, etc. Donc il y a des périodes un peu plus compliquées après ça, mais en fait, ils arrivent toujours à revenir sur des... Tu vois, quand Baron Davis, etc. arrive, bah, en fait, il se passe toujours d'autres choses. Ça permet toujours de relancer Il y a cette quand franchise. même eu un lien minimum, j'ai envie de dire, entre, comme tu dis, des périodes des années 70, 80, 90, Ouais. jusqu'à bah, la dynastie qu'on a pu connaître là actuellement, quoi. C'est comme si, comme tu disais, comme en fait ça fait le lien à chaque fois. Cette franchise qui, pour moi, les caractérise un peu, t'as l'impression que c'est une franchise qui meurt jamais, en fait, tu vois. T'as l'impression que ça redescend, ok, il y a des passages à vide, hein, comme toutes les franchises, et de toute façon, la NBA est construite pour fonctionner comme ça, mais ils arrivent toujours à revenir sur l'avant de la scène. Et je pense qu'avec le recul, on aura encore plus, on va accorder encore plus de valeur à la dynastie qui est en cours et avec les joueurs qui sont encore là, avec Curry, avec Draymond Green et avec Steve Kerr, très important dans tout ce truc-là. Parce qu'on le sait, quand on a plus de recul à chaque fois, déjà, bah, quand on en parle au passé, il y a de la légende qui vient se rajouter autour. Il y a les haters du coup qui retombent, donc on n'a plus les côtés négatifs, etc. Et puis, bah, aussi, des fois, on prend du recul, on se dit, putain, ah ouais, ok, ils ont quand même accompli ça. Et il faut pas du tout négliger ce qui vient de se passer entre 2014 et 2022 pour les Warriors. C'est tout simplement énorme ce qu'ils ont fait. Moi, le seul truc que je me demande, alors, c'est de l'hypothétique et du coup, ça n'a pas à rentrer en compte en vrai, puisque du coup, il fait partie de cette histoire, mais le rayonnement. Est-ce que des fois, il n'y en a pas qui ont été plus attachés, entre guillemets, à Stephen Curry plutôt qu'aux Warriors? Je parle des gens qui s'intéressent de loin au basket, tu vois. Je pense qu'il y a des joueurs, des novices ou des gens qui ne s'intéressaient pas vraiment à la NBA, qui connaissaient Curry sans savoir, par exemple, que les Warriors étaient, je te dis n'importe quoi, à San Francisco. Tu vois, juste ça, par exemple. C'est parfait ce que tu viens de dire, parce que ça va faire complètement le lien avec... Ça m'arrive assez souvent, je te le cache pas. Ouais. Moi, j'aurais dit peu souvent, mais vas-y. Non, mais on va te l'accorder comme tout le parce reste, que... c'est une question de point de vue, mais je t'en prie, C'est continue. ça. Quand tu te dis effectivement cette dépendance de Curry, et j'en suis tout à fait d'accord, parce que voilà, il fait un peu être humain lambda et qui arrive à mettre son club sur un piédestal avec tout le reste. Peut-être effectivement que les gens ne connaissaient pas tout le reste de l'effectif des Warriors, très probablement d'ailleurs, et toute l'histoire qui s'ensuit. Mais c'est aussi ça qui me fait mettre les Bulls après. Alors peut-être que des gens seront choqués, et j'ai même hésité à les mettre encore plus loin que ça. Parce que quand tu dis justement qu'il y a cette dépendance de Stephen Curry, moi je trouve que c'est l'exemple typique des Bulls et de Jordan. C'est-à-dire que Je suis d'accord. si Jordan n'est pas aux Bulls, alors, après, on peut pas réécrire l'histoire, mais je pense que les Chicago Bulls n'existent pas. C'est-à-dire qu'ils sont inconnus au bataillon.
après c'est un point de vue très personnel une nouvelle fois, mais qu'il y a rien sans Jordan. Alors il fait partie de l'histoire du club et Oui, non, mais le suis club a d'accord. besoin justement de joueurs comme ça pour rayonner, etc. Mais le classement qu'on vous a affiché en début d'épisode est clairement, comment dire, très explicite. C'est-à-dire que c'est le seul club où vous voyez 100% de victoires en finale NBA, mais les 100% de victoires, c'est les 100% de victoires de Jordan. C'est-à-dire que le Exactement. mec n'est pas là, ils n'ont pas un titre NBA. Et on le voit de manière plus explicite pour ceux qui ne savent pas. Quand Jordan prend sa retraite, il gagne 3 fois d'affilée avant qu'il prenne sa pré-retraite. Il part à la retraite. Ils sont pas en finale NBA, il revient, Mhm. ils refont 3 finales et ils regagnent 3 titres. C'est-à-dire que ils ont une ultra dépendance d'un mec qui est justifié de manière incontestée, bien sûr, mais il y a cette dépendance absolue qui me chagrine un peu dans, dans cette existence des Bulls, même si ça fait partie de leur histoire. Et après, pour les défendre, à l'inverse, c'est qu'une nouvelle fois, comme on disait un peu avec les Knicks tout à l'heure, quand tu prends un mec à l'international qui porte quelque chose de NBA, il Mhm. porte quelque chose des Bulls. Que ce soit du Rodman, du Jordan ou du Pippen, ok, voire Derrick Rose, Joachim Noah après Nouvelle Époque, mais en tout cas, s'il y a un logo NBA à afficher, celui des Bulls est à mon sens reconnu à l'international. Je suis 100% d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit, euh, tant sur le rayonnement, qui en fait est dû tout simplement à cette période-là. La seule chose que je me demande, c'est, peut-être pas, mais j'ai l'impression que, en fait, même ça, c'est en train de retomber, dans le sens où nous, on a grandi, c'est pas de notre génération Jordan, mais du coup avec des darons qui te parlent de Jordan. La Oui, génération il y a d'au-dessus, encore cette transmission tu de vois. l'époque Jordan et de Comme son nous, on va le faire rayonnement. Ouais. avec LeBron, Ouais. avec nos propres Mm. enfants, petits cousins, petits frères, enfin voilà. Mm. Mais du coup, je pense que cette transmission des Bulls, etc., ça va passer. Aujourd'hui, euh, je pense que tu sauras de qui je parle. Des mecs qui ont des maillots de Rodman, mais qui savent pas qui c'est. Hein. Et- C'est ce que je te dis, en fait, ça arrive encore à être reconnu, et même le nom et le rayonnement Rodman, parce que Mhm. c'est un Bah, personnage en plus, aussi à part joueur entière. archi Voilà. médiatique. Donc il y a tout un rayonnement autour de ça, mais c'est vrai que c'est retombé. Il y a eu une lueur d'espoir avec. On vous fait un petit parallèle avec l'épisode précédent, Tout à l'arrivée de fait. Derrick Rose à Chicago, ville natale. Truqué, pas truqué. Est-ce truqué, pas truqué? On vous laisse aller voir notre vidéo précédente. Euh, mais on a eu une lueur d'espoir, en tout cas pour les fans des Chicago et pour les fans des Bulls, d'un retour sur le devant de la scène. Il a Mhm. existé, ok, mais je trouve qu'il y a une trop grande inconstance et une trop grande dépendance d'une seule personne, même si je dénigre pas du tout le reste de l'effectif des Bulls à cette Non, non. époque-là, mais d'une dépendance de cette personne pour exister sur le devant de la scène, pour être la franchise ultime de la NBA. Pour moi, ils le sont pas. Ils rentrent effectivement dans un top 5 ou dans un débat, mais ils ne sont pas la plus grande franchise. Et bah, pour moi, ça rejoint exactement un petit peu ce que je disais juste avant sur le côté euh, romantisme qu'on apporte euh, à quelque chose sur lequel on a du recul et qui est entré dans la légende tant c'était énorme, tu vois. En fait, ce truc-là, j'ai l'impression qu'on romantique dans le sens où on romance en fait à chaque fois cette histoire de Jordan, ce truc de, tu sais, toujours le mec qui challengeait le plus ses coéquipiers, ses adversaires, ces trucs. En fait, du coup, tous ceux qui l'ont pas suivi, tu le sais, on a eu même encore cette année des débats au
club où en fait t'as des petits qui ont 19 ans et qui te disent ouais, comment ça tu peux dire que LeBron c'est le GOAT devant Jordan. J'ai dit, mais les gars, calmos. Vous me parlez d'un joueur que vous avez jamais vu jouer, à part les highlights, à part avoir regardé The Last Dance. Tranquille, je dis pas que c'est pas le cas, mais il faut bien être conscient que à l'époque de Jordan, t'avais aussi des mecs qui ne l'aimaient pas, des joueurs qui critiquaient certains trucs, comme maintenant tout le monde te dit que Kobe c'est le numéro 2, alors que à l'époque tout le monde te disait que c'était un croqueur, etc. Il y a des trucs qu'il faut pas oublier, même dans les côtés négatifs. Et au-delà de ça, là où je te rejoins le plus dans tout ce que tu as avancé, c'est effectivement, en fait, on peut pas dire ça comme pour Curry tout à l'heure, parce qu'il a fait partie de cette équipe-là. Mais là, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que, sorti de la période Jordan, mais les Bulls, c'est le néant. Moi, si j'enlève le côté, comment on dit, romancé, etc., je prends le côté pragmatique de mon classement, les équipes ont des écarts de 0,5 points, 1 point, etc. Les Bulls, ils ont 3 points d'écart avec les Warriors qui sont au-dessus. Parce qu'en fait, alors oui, le rayonnement, mais en termes de stabilité sportive, gestion du front office, etc., tu vois, tout est retombé. Moins en fait. actuellement. Ouais, encore moins actuellement. Je suis 100% d'accord. Et du à coup, l'inverse, dernière équipe dont... Oui. Inversement, clairement, on peut que parler des Spurs, et justement, cette stabilité... Moi, c'est là que le mot dynastie prend le plus son sens. C'est-à-dire que il y a un mec, et c'est pour ça qu'il apparaît sur notre affiche, la tienne, qu'il apparaît sur notre affiche, c'est Popovic qui fédère toute une génération, et même plusieurs générations, dans un même sens, dans une même éthique de travail, de partage du ballon, de faire exister et de gagner en équipe. Et pour moi, c'est cette dynastie-là qui doit être mise en avant. C'est celle de Popovic et des Spurs, qui débute dans les années 99. Enfin 95, après justement l'époque des Bulls. Et qui commence à exister avec Robinson, etc. Et après Duncan, Parker, etc. Et qui se poursuit avec Ginobili. Avec des mecs que tu prends séparément, je pense qu'ils ne feront jamais, même s'ils étaient très forts, une grande carrière. Ils font pas tu les mets ensemble et tu les remets un coach. Pour moi, si on parle de GOAT, en tout cas en termes de coach, on y est complètement. Voilà. Pour moi, c'est cette dynastie, dans la durée, dans les titres, leur nombre d'apparitions en play-off, leur existence. Après, à l'inverse, justement, c'est pas une équipe flashy, c'est pas une équipe, justement, que tu verras forcément, sauf dans les époques où ils sont champions, etc., mais beaucoup en termes de maillot, de portée à l'international, de reconnaissance, en termes de valeur marchande, etc., mais c'est une équipe qui a clairement existé par le nombre de titres gagnés, par leur nombre d'apparitions en play-off, voilà. Pour moi, ils sont clairement dans le débat et dans ce top 5. Quoi. Ils sont totalement dans ce top 5, ils sont totalement dans le débat, il y a aucune question. Je sais pas si je te le fais sous forme de question ou si je développe. Mais c'est qui la plus grosse star des Spurs pour toi? Des joueurs. Des joueurs. Sinon, t'allais me répondre Popovic, mais des joueurs, c'est Duncan. Est-ce que c'est pas la star la moins star du monde? Mais c'est ça. Et en fait il est clairement établi et fait pour être dans ce club. Et comme on vous expliquait un peu en début d'épisode avec New York, c'est justement, eux, ils sont à San Antonio. Ils sont en pleine cambrousse du Texas, de tout ce que vous voulez. Alors, c'est une grande ville, ok, mais je veux dire, il n'y a rien. Et en fait, par leur localisation, par leur style de vie, par le mode de vie texan, c'est ça. C'est les campagnards, voilà, la country, tout ce que vous voulez. Et Duncan,
et très exactement comme tu le dis, la plus grande star, la moins star du monde. C'est-à-dire qu'elle va rentrer, et on l'a vu avec, je crois que c'est Bench Report qui sort le classement avec les 10 plus grands joueurs all-time NBA. Duncan est dedans. Si tu viens de commencer la NBA, personne t'a parlé de ce mec. J'ai vu les commentaires, d'ailleurs, c'est catastrophique. Non, mais Bon, voilà. J'ai même pas regardé les commentaires, mais je savais déjà que ça allait critiquer j'ai vomi directement. Donc, sur le téléphone. Voilà, directement. Non, mais c'est vrai que pour revenir au sérieux, sur le rayonnement, en fait, pour moi, la plus grande star des Spurs, c'est Wemby, en fait. Parce que Oui, parce que c'est maintenant, presque oui, déjà un clairement. mec qui a plus de rayonnement à l'international qu'un Duncan. Parce que Duncan est de loin le meilleur joueur de l'histoire des Spurs. Il n'y a aucun débat. Peut-être que Wemby le deviendra, mais à l'heure actuelle, il n'y a Peut-être. pas de débat. Et du coup, en fait, même dans ces années de titres, 99, 2003, 2005, 2007, 2014, il n'y a aucun joueur qui est mis vraiment en avant. Enfin, je veux dire, il y a ce trio-là, d'accord. Les gens en parlent parce qu'ils sont champions NBA, mais pas parce que c'est des stars. Et ensuite, bah, quand ils gagnent, en 2014, etc., avec Kawhi Leonard, mais c'est pareil en fait. Kawhi, c'est une star, pas star. Tu vois, en fait, du coup, ça n'apporte pas de rayonnement à cette équipe. Alors peut-être que, comme tu le disais, et là ça rejoint cette fois-ci pour un point positif, la culture des Spurs, qui est de pas écraser les autres, pas de trash talk, pas de trucs. Une fois, alors pour le coup, Parker a lui un peu une attitude de star, etc. Mais une fois, et je le voyais en interview, il parlait de lui. Bon, ça c'est. Voilà. Mais plus sérieusement, il disait que eux ont joué des équipes qui trash talk, etc. Mais que eux parlaient jamais. Et les gens disaient, ouais, ah non, vous Mais avez pas de caractère. Ils disaient non, parce que nous, c'est on c'est savait. pas du tout. Ouais. Voilà. Je pense que savait. c'est pas une. Enfin, si c'est une question de caractère, mais on peut pas dire qu'ils en avaient pas. Ils en avaient Ils un en avaient. différent de C'est ça. ce que les gens voulaient d'une équipe championne NBA, d'une équipe avec des stars, parce que malgré tout, elle l'était, Ginobili, Bien sûr, Parker, des joueurs All-Star, tout ce que vous etc. voulez. Mais c'était comme ça. Et c'est l'identité, comme tu dis, ils ont une identité aux Spurs. Ça rentre dans la culture de la ville, même de la région, enfin de l'État des États-Unis, du Texas. Je trouve que c'est comme ça, même s'il y a une culture, etc. particulière. Mais voilà, ils existent comme ça. T'aimes pas, ok. Mais c'est leur existence. Ils ont 5 titres de champion. Voilà, point. C'est. Pour moi, c'est l'équipe là dans ceux dont on a parlé, où tu vois tout à l'heure je disais j'ai attribué des étoiles entre guillemets et des fois étoiles plus. Bah, la culture Spurs, pour moi, c'est eux l'élite Elle est sur énorme. ça. Elle est énorme. À tel point que on le voit aujourd'hui, ça c'est pareil, c'est des choses que tu peux ne pas savoir si tu suis pas de manière assidûment ou si tu regardes pas plus en profondeur. Le nombre de coachs ou de coachs adjoints ou de mecs qui est dans un staff qui est passé sous la houlette de Popovich, et on parle pas de coach ou des trucs qu'on des Steve Kerr, Mike Brown. Franchement, il faudrait regarder la stat. Je pense que tu as la moitié des Non, mais coachs c'est trop. NBA C'est trop. qui sont passés sous la houlette C'est de Popovich. vraiment abusé. Et comme on le disait, au-delà des coachs qui sont head coach, si tu prends des assistants, etc., mais en fait, ils sont tous passés par là. Et tout le monde t'en parle, en fait, de cette culture Popovich, etc. Et le dernier truc, après on va passer au reste des équipes, où je trouve que ça met en avant ce truc-là, c'est avec tout ce qui arrive malheureusement ces dernières années à Popovich, on entend énormément de noms, de par le fait qu'il y en a plein qui sont passés par l'école des Spurs. Et qu'est-ce qu'ils font les Spurs? Ils mettent leur coach adjoint. T'as vu, j'ai fait un peu une sarco. Et qu'est-ce qu'ils font Et qu'est-ce qu'ils font les Spurs? Je me disais, ouais, c'est un podcast Ouais, d'imitation. ça m'a dégoûté, j'ai failli revomir du coup. Et, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils mettent leur coach adjoint. Alors que tout le monde s'attend, ah bah, Mike Malone est libre, ils vont aller le chercher. Ah bah, eh bah non. Coach adjoint, école Spurs,
on continue en interne et ça développe doucement. Et même quand ils font des trades, ils vont chercher un D'Aaron Fox. Ils vont pas chercher Trae Young. Alors que tout le monde en parle, tout le monde... Je trouve que tout ça, ça a une logique et moi, c'est ce qui fait que c'est pas l'équipe dont je suis supporter, mais c'est une équipe pour laquelle j'aurai toujours de l'affect. Clairement. Clairement. On va passer à notre petit duel final. On va essayer de déterminer un vainqueur. Petit suspense, je vous l'affiche pas tout de suite. Ceux qui n'auront pas compris ce duel sont bien sûr les deux franchises les plus titrées de la NBA. Je rebois. On parle du coup de Boston et des Lakers. Je pense que assez logiquement, et après je veux bien écouter toutes vos remarques et commentaires, mais je pense qu'en termes de duel, c'est difficile de dire que ce ne sont pas les deux plus grandes franchises NBA. Ah, déjà, ne serait-ce que si on prend le palmarès, ils sont tellement loin des autres. En fait, voilà, il y a tellement un écart absolu avec les suivants que leur franchise ne peut que être dans le top de ce classement. On va y venir et je vais un peu tuer le suspense. Qui est mon numéro 2, qui est mon top 1. Ça me fait très mal au cœur. Mais le top 1... c'est le dernier épisode des Frères Maurice. Voilà, on arrête là. Mon top 1, effectivement, c'est quand même les Lakers, qui sont la plus grande franchise NBA. Je vais m'expliquer calmement. Je peux vous dire que c'est pas facile pour lui cet épisode. Envoyez-lui de la force en commentaire parce du que soutien, c'est fort de faire ça. C'est fort de faire ça, je pense. Bien sûr, en termes d'affect, je mets clairement Boston devant, etc. Mais bon, ça c'est des choix personnels une nouvelle fois. C'est la franchise la plus titrée, Boston, ok. Pour moi, ça rentrait quand même en compte et c'est le plus gros point pour lequel j'aurais mis Boston en premier. C'est-à-dire que dès qu'ils participent quasiment, parce qu'avec quand même beaucoup de titres, 18, ils les ont fait en seulement 23 participations en finale. Donc ils ont quasi 80% de victoires en finale NBA, et je pense que c'est quelque chose de clairement pas évident quand tu vois les pourcentages des suivants, où on n'est même pas à 50% pour la plupart. Ouais. Donc clairement là-dessus je les mets devant. Il y a toute une histoire de la franchise de Boston, et c'est un peu là où on peut leur reprocher, c'est que, on va dire, il y a une histoire dans les années 50-60 avec Bill Russell, où là pour le coup, si on s'arrête aux années 70, Boston est la plus grande franchise absolue, parce qu'ils ont gagné énormément de titres, la seule qu'il l'a fait 8 fois d'affilée, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Sauf que la famille, en tout cas de Jimmy Buss, est arrivée, et je pense qu'ils ont compris ce que les gens voulaient après. C'était du Showtime, et ça c'est un truc qui n'existera que aux Lakers et à Los Angeles surtout. Ça, et une nouvelle fois, un peu le résumé, un peu le fil rouge de cet épisode, c'est l'identité de la ville qui un peu détermine qui tu es et qui tu vas devenir. Et je pense qu'il n'y a que à Los Angeles où tu peux finir sur le top de cet épisode, c'est-à-dire la plus grande franchise NBA. Et là, pour le coup, on n'est plus à 1 sur 4, un mec qui porte un truc de la NBA. Je pense qu'on est à 1 sur 2, il porte quelque chose des Lakers. Un maillot des Lakers, que ce soit Kobe, une casquette, tout ce que vous voulez. La reconnaissance est clairement internationale, ils sont 3e en valeur marchande, avec plus de 8 milliards, etc. Bref, ils sont sur le devant de la scène, en termes de chiffres, en termes de reconnaissance, en termes de titres. Donc clairement, ils sont devant. Et je pense qu'ils ont des joueurs plus emblématiques, plus stars. Kobe, par rapport à Paul Pierce, Magic Johnson, par rapport à Larry Bird. Que des grands noms,
Mhm. Mais si tu demandes à quelqu'un est-ce qu'il connaît Magic Johnson, il va te dire oui. Tu demandes Larry Bird, on va te dire non. Voilà, Mhm. je trouve. Euh, Merci déjà pour C'était cette, ma confession du merci jeudi pour soir. pour ce J'espère que genou vous à avez terre. apprécié. Non, en fait, c'est deux franchises où il y a tellement de choses. Je vais commencer du coup par Boston. Moi, ce qui me marque en premier sur cette franchise de Boston, c'est à quel point Boston, c'est l'histoire, je trouve. Tu vois, de la NBA, les racines en fait de ce truc-là. Déjà, c'est une franchise qui déménage pas. C'est une Et je franchise. voulais aussi l'inclure. Ouais, Genre, ça, par contre, ça me. Enfin, et après, là, c'est des convictions personnelles, mais qui ouais. reste à un endroit, que c'est une ville pour ses supporters, et pour le coup, pour y avoir été, même dans la ville de Boston, vous verrez Mm. vraiment cette reconnaissance, cette identité Celtics, et C'est à ça. l'inverse, avoir fait Los Angeles, où c'est plus touriste. Il y a une identité, ok, des gens qui supportent les Lakers, de locaux, mais beaucoup moins identitaire qu'à Boston. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est une ville dans laquelle on a eu la chance d'aller et on s'était fait la réflexion puisqu'on avait fait justement Boston et New York. Bon, logiquement, ne serait-ce que par la taille de la ville, etc. Mais je veux dire, les jours de match à Boston, euh, tout le monde est en vert dans la ville. Toute la ville y est, toute Et la ville. les enfants ont 4 ans, 5 ans, tu les vois, Let's Go Celtics, ils sont à bloc, c'est vraiment une identité, ils sont attachés à ce club. Les Celtics, la franchise des Celtics ne pourra jamais être dans une autre ville. Comme a pu par Impossible. exemple le faire les Sonics, etc., et changer de nom. Mais en fait, Même les Boston, le jour où Lakers. Même les les Lakers. Celtics doivent déménager, en fait, cette franchise s'arrête. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Je pense C'est que lié à cette ville. De toute façon, ils auront tellement une telle révolution des et oui, habitants de et puis même, Boston que c'est trop lié à leur histoire, à leur lien avec l'Irlande, avec... Enfin, tu vois, je veux dire, ne serait-ce que le logo, le personnage, le trèfle, tout va avec. Et cette franchise, elle a été créée en 46, elle intègre la NBA en 49, et après, en fait, tout le reste, ce n'est que l'histoire. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu suis la NBA, même s'il y a des gens, tu sais pas ce qu'ils ont fait, etc., mais en fait, ce sont des telles légendes, que ça soit Red Auerbach, Bill Russell. Ils ont fait des choses tellement marquantes. Par exemple, on disait pour Bill Russell, 11 championnats, dont 8 d'affilée, mais il y a d'autres choses qui vont avec. Tu vois, il devient joueur-coach, et du coup, c'est le premier coach afro-américain de l'ensemble des ligues américaines. En fait, ils ont Boston fait a progresser et évoluer voilà, la a ligue. fait progresser et a pavé le terrain en fait pour les franchises qui sont arrivées derrière et se rendre compte à quel point c'est important euh, de se tenir à des convictions, d'avoir une ligne directive, etc. Et moi, on en a parlé récemment, euh, Boston, les moments où ils vont pas bien, je suis pas inquiet. Je sais que c'est une franchise qui, de par son histoire, de par la façon dont c'est géré, j'espère que ça ne changera pas avec les nouveaux propriétaires, etc. Mais pour moi, il y a quelque chose de trop fort dans Boston. En fait, si les nouveaux propriétaires font n'importe quoi, ils vont sauter direct. Parce qu'en fait, Mm. la ville va mettre une telle pression. T'as pas le droit, en fait, de faire n'importe quoi avec ce club. Je trouve que c'est un club qui... T'es serein, en fait, quand tu supportes ce truc. Tu sais qu'ils vont faire ce qu'il faut. Comme tu dis, des fois, c'est pas les joueurs les plus flashy. Des fois, peut-être qu'il y a des gens de Boston qui auraient aimé avoir des stars un peu plus flash, mais en même temps, ça va, encore une fois, on a pas mal fait le parallèle avec ça, ça va avec la On ville. l'a vu, Tu même, vois, même la ville, récemment, si on veut faire des parallèles, on a eu plusieurs fois des rumeurs de Kevin Durant, etc. Et ça finit jamais par se ils faire. le font pas. Ils le font Parce pas. que, alors, cas à part de Kevin Garnett et Allen, c'est le seul moment où, enfin, a priori, en tout cas de l'histoire de Boston, où ils recrutent des énormes stars et ça modifie
Mais bon, Même quand ils font ça, c'est des joueurs qui correspondent à votre ADN. Pour moi, le il y a seul l'ADN du mec voilà, dans la dureté, réaliste. bosseur qui truc, etc. Le seul où ils font ce truc-là, et d'ailleurs ça se passe pas bien, et d'ailleurs Et le c'est joueur je sais déjà le nom. s'en mord encore les doigts aujourd'hui, c'est Kyrie Irving. Mais en fait, même ça, si tu te rappelles, à l'époque où ils le font, tout le monde se dit mais non, pourquoi Isaiah Thomas des Celtics, celui qui fait 1m75 du coup, pourquoi le changer, etc. Et en fait, sur les saisons suivantes, on voit que Boston Ça a avait, flopé. entre guillemets, Ça a flopé. prévu le coup parce que ce joueur-là est blessé, en fait, n'arrive pas à s'en remettre et tout ça, au-delà des choses personnelles qui lui arrivent. Mais il y a carrément un moment donné où Danny Ainge est un tel, entre guillemets, gourou que des fois ça vous dessert même parce qu'il y a des gens qui veulent pas faire des transferts avec vous parce que les gens disent quand tu fais des transferts avec Boston et Danny Ainge, en fait tu te fais carotte. Ça fait partie. Non mais c'est vrai, c'est un truc qui est beaucoup ressorti. Donc ouais, c'est vraiment sans parler des dernières choses des derniers titres, enfin du dernier titre du coup que vous avez pris, parce que celui de 2008 était un peu plus lointain, mais ce qui a réussi à être fait malheureusement avec la blessure là, de Tatum, mais de recréer un duo avec Tatum et Brown, etc. Tu vois, ça c'est pareil, encore une fois, pour acquiescer une dernière fois de la stabilité de cette franchise. Mais pendant 3 ans, tout le monde dit faut faire péter le duo, ça marchera Que le jamais. duo va Faut faire péter le exploser. duo, ça marchera jamais. Voilà. Et eux, ils se maintiennent dans cette idée, ils finissent par être champions. Ils disent non, en fait, c'est ce qui va autour qu'il faut qu'on mette autrement, et ils finissent par prendre le titre. Pour les points négatifs de Boston, effectivement, rayonnement à l'international, un peu moins élevé que les autres équipes, pour pas dire des fois beaucoup moins élevé. Certaines personnes qui aiment pas la franchise de Boston, trop plate, trop pas assez star, justement, etc. Et malgré tout, constance sportive, oui et non, en fait. Je leur ai mis à peine, enfin, je leur ai mis un peu plus de la moyenne, mais il y a eu des longues périodes de disette, et si on prend l'ensemble des titres du total gagné, il y a quand même énormément de titres qui sont dus du coup à la première partie. Il y a une grosse disparité, bien voilà. Sur les années sur les années 70, c'est sûr que quand tu prends dans les années 60 11 titres, etc., ça aide un peu à ton palmarès global, et pour moi c'est surtout sur ce point-là, au-delà du rayonnement, et je vais en parler après des Lakers, c'est surtout sur ce point-là aussi où je trouve que la différence se fait. Tu vois, les Lakers ont été capables de gagner à toutes les époques, entre guillemets. Sauf quand ils affrontaient Bill Russell, effectivement. Parce que là, c'était pas possible de gagner. C'est là, justement, où ils éclatent leur pourcentage. De ouf. Ils perdent toutes leurs et où ils perdent, exactement. Et d'ailleurs, c'était juste le dernier point sur lequel je voulais revenir pour Boston. Moi, je trouve presque ça dommage qu'ils aient pas été plus de fois en finale. Je suis d'accord avec toi sur le côté, ça veut dire que quand ils y vont... Tu peux le prendre dans les deux sens, effectivement. Voilà. Tu te dis, ils auraient pu y aller plus souvent. Tu peux dire qu'ils sont à l'Est, ils auraient pu y aller plus souvent. Bon, après, à l'Est, il y a eu LeBron pendant longtemps, et ça a été un peu relou. Ouais, non, mais c'est sûr mais c'est vrai qu'il vous a joué des sales tours. Et après, c'est un point de vue que tu peux tourner de manière positive ou négative. Voilà, c'est comment tu l'entends et comment tu veux l'interpréter, quoi. Est-ce que tu veux reparler des Lakers rapidement, ou est-ce que tu en as assez fait pour eux Non, pour te donner un peu de souffle, non, en gros... Merci, ouais. Voilà, en gros, moi, Lakers, parce que, voilà, c'est ce que j'attends de la NBA, et c'est un peu ce qu'on disait une nouvelle fois, pour faire une référence à l'épisode précédent, c'est qu'on attend un scénario, on attend du beau jeu, on attend du show, on attend un spectacle, hein, comme si tu regardais un film. Et en fait, les Lakers, c'est ça, et bien sûr, l'arrivée de la famille Buss, etc., a complètement révolutionné ça, avec toute l'époque Showtime, et vous pourrez voir plein d'émissions ou de documentaires dessus, et
je trouve, en tout cas, en fait, c'est ce qui représente le mieux la NBA. C'est pour ça que je les mets devant. C'est que c'est la représentation absolue de la NBA. C'est du spectacle, du show, que ce soit entre les temps morts, entre les mi-temps, tout, tout ce qui va avec, c'est flashy, c'est beaucoup plus, ouais, c'est plus waouh, quoi. Et après, une nouvelle fois, ça va avec la ville de Los Angeles, plus gros, plus grand, plus bling bling, plus Hollywood, plus, voilà. C'est, C'était exactement le point que je voulais mettre en avant, et même la manière dont tu l'as dit, c'était exactement ça pour moi. C'est que pourquoi les Lakers sont la plus grande franchise all-time, c'est que les titres, comme je disais tout à l'heure, à un prêt, etc. Voilà, ils sont dans le range des Boston Celtics. À l'inverse des Celtics, c'est que eux ont réussi à gagner sur beaucoup plus de périodes différentes. Euh, et c'est ce que tu disais, en fait, cette partie-là, aujourd'hui pour moi, c'est comme si la NBA, c'est pas le cas du coup, puisque les Lakers ont déménagé de Minnesota, etc. Pour ça qu'ils s'appellent les Lakers, alors qu'il n'y a pas de lac à Los Angeles. Voilà. Il y en a beaucoup plus dans la région de Minnesota, etc. Mais en fait, c'est comme si la NBA avait suivi le modèle des Lakers. C'est-à-dire que les spectacles à la mi-temps, les pom-pom girls, le tout spectacle le monde dans le la salle, fait parce que les Lakers ont commencé. les highlights. En fait, les highlights, qu'est-ce qu'il y a de plus Lakers que les highlights et Magic Johnson? En fait, c'est comme si, je te dis, tout ça a été construit autour de ce truc-là. Comme tu le disais, le Showtime, mais en fait, ils ont tout compris. Il y a la série qui avait été faite sur les Lakers, mais qui explique tellement bien ce truc-là, avec ce personnage, justement, enfin, ces personnages, même, on va dire, de la famille Buzz qui arrive à la tête des Lakers. Euh, et en fait, les Lakers, eux, à l'inverse de Boston, récupèrent toujours les grosses stars. Ils finissent toujours par récupérer les grosses stars, à l'exception des mecs qui ne font qu'une seule franchise, comme a pu le faire Duncan, comme Jordan. Mais par exemple, ils finissent par avoir Chamberlain. Ils finissent par avoir Karim Abdul-Jabbar. Ils finissent par avoir LeBron. Enfin, tu vois, en fait, quand Comme des ils ont joueurs les veulent... stars d'Hollywood, comme ils ont. Eh, En bien fait, sûr. voilà. Ils sont obligés, et le dernier exemple en date pour continuer là-bas, c'est LeBron. En fait, jamais à l'époque, bien sûr, la première époque Cleveland, tu te dis qu'il va jamais partir. Il Oui, va, il va à Miami, il revient à Cleveland, tu te dis, ok, c'est fini. Non, ils vont le non. chercher, il va aux Lakers. Tout, tout fait que c'est un rayonnement absolu et planétaire de cette franchise. Et jusqu'à l'année dernière encore, puisque en fait c'est des trucs où des fois justement ça en fait même rager plus d'un, etc. Mais c'est réel, hein, je comprends. Il y a des choses des fois où tu as l'impression que ça leur tombe tout cuit. T'es en train de te dire, bah, ils vont faire comment les mecs quand LeBron va s'arrêter? Parce que là c'est bien, 41 ans, mais c'est encore lui qui porte l'équipe, Davis c'est pas assez fort, etc. Bah non, mais bouge pas en fait. On va t'envoyer Luka Doncic, et comme ça, bah, t'es reparti. Tu vois, en fait, La ta fenêtre de tir NBA est est ouverte. truquée. On vous l'a dit, on vous l'a dit. Mais ouais, enfin, vraiment, c'est énorme. Après, il y a eu aussi, au-delà du côté flashy, des décisions qui ont été fortes, hein. Je veux dire, se séparer de Divac, par exemple, pour pouvoir récupérer Kobe, Kobe Bryant, c'est un énorme move. Quand ça va plus, c'est un avis personnel, il y en a qui vont grincer des dents, etc. Mais pour moi, le meilleur joueur des deux, c'est le Shaq. Mais en fait, ils gardent Kobe. Ils gardent pas le Shaq. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Et ils regagnent. Et ils font venir Pogazol, qui peut être un joueur qui, pour le coup, lui, ne correspond pas au côté Lakers, etc. Mais en non, tout cas, c'était pas la ils le font première venir option. et reprennent le titre. Donc, voilà. Et au moment où LeBron rejoint les Lakers, enfin, je vous passe tous les joueurs qui sont sortis de ce truc-là avant, etc. Enfin, les Young, machin, c'est pas, tu vois,
c'est des périodes où, tu te rappelles, on voit des images de Kobe sur des plateaux télé où il se dit, mais où on est? Il tire la tronche parce qu'ils ont gagné un match Puis, après 25 il y a de minutes. quoi. Exactement. Non, clair. Et puis, bah, forcément, ça aide aussi en tout point, au-delà des joueurs dont on a parlé, bah, t'as un mec comme Kobe qui a tellement porté la franchise et même porté la NBA sur l'après Jordan, où c'était bah, la figure C'était de proue clairement le relais. Clairement. de la NBA. Donc, bah, forcément, quand t'as un des joueurs qui est le plus important, si ce n'est le plus important, dans la période où la NBA est en pleine ascension, bon bah oui, t'es toujours sur le devant de la scène, et en plus de ça, tu prends des titres. Donc, ouais, forcément, moi aussi, à ma grande surprise, je les mets premier de ce classement, évidemment. On attend bien évidemment le vôtre, au moins votre premier. Et encore plus intéressant si vous pouvez nous faire votre top 5, etc. Et puis l'argumenter surtout. Parce que. Et bien sûr, on aime bien justement lire les commentaires et voir pour quelles raisons, en tout cas, vous les mettez devant ou pour quelles raisons des franchises qu'on vous a citées ne rentreraient pas dans ce débat. On espère que tout cet épisode vous aura plu tout autant que le précédent, que vous likerez, partagez, abonnez une nouvelle fois autant que le précédent. Ça continue. N'oubliez pas d'apporter votre soutien à Jérém pour cet épisode. Je sais que il va aller se coucher en boudin, mais c'était pour le bien du podcast. Boston on se retrouve bientôt. Plus de titres NBA, d'accord? Mais oui, je reste l'équipe la plus titrée, ok? Je ne lâcherai pas. Non, mais en tout cas, on va se retrouver très vite. Il y a d'autres idées qui arrivent et on va pas vous laisser tomber comme ça pendant les vacances. Donc, restez connectés. La suite arrive bientôt sur la chaîne des Frères Maurice.